on est de retour avec Magloire et Adam. Et puis, Adam, vous étiez en train de parler. Oui, je disais que, étant donné que nous n'avions pas aussi contribué ni à la recherche, ni financièrement, disons à la découverte ou carrément de ces vaccins-là, naturellement, l'Afrique devait s'y attendre. Donc, moi, je pense que l'on ne doit pas se plaindre pour l'Afrique en ce qui concerne l'approvisionnement de ces vaccins-là. Je pense que nous sommes victimes aujourd'hui de notre propre typitude. Et ça, comme je le disais ici, on ne doit pas se plaindre, mais ce qu'il faut faire, c'est de tirer les leçons. La grande leçon, de faire en sorte qu'à l'avenir, au même moment, si nous puissions quand même injecter de l'argent dans des domaines, il faudrait naturellement qu'on puisse prioriser les domaines de recherche. Ce que nos pays africains aussi ne font pas naturellement. La plupart du temps, nous aimions. C'est vrai que nous savons qu'en Afrique, tout est prioritaire, certes. Mais au même moment, je pense que l'échelonnement, où l'histoire nous apprend aujourd'hui à pouvoir donc échelonner un peu les priorités. Et prioriser naturellement donc les domaines de recherche. D'abord, quand on parle de prioriser donc les domaines de recherche, ça part naturellement de pouvoir donc faire en sorte que nous puissions avancer, disons, amener nos étudiants à pouvoir donc aller s'expérimenter dans les grandes firmes, aller s'expérimenter dans les grandes écoles et revenir sur place, donc de pouvoir donc mettre à disposition un certain nombre de recherches que nous allons naturellement donc appuyer. Donc, pour moi, on ne doit pas se plaindre pour l'Afrique, il faudrait quand même qu'on tire les grandes leçons à l'avenir, corriger ce qui ne l'a pas été pendant cette pandémie-là, qu'à l'avenir, je pense que le monde, étant donné que nous vivons toujours, nous serons toujours face à plusieurs autres pandémies. Ce n'est pas un souhait naturellement, mais on ne va pas se voiler la face, puisque ce n'est pas la première, la pathologie ou la dernière pathologie, ça va toujours arriver. Donc faire en sorte que cela ne nous rattrape plus, pour qu'on soit toujours dans une posture de lamentation, pour qu'on puisse être donc surmonter un certain nombre de difficultés. Magloire, on va terminer avec Covid-19. C'est vrai que visiblement l'Afrique ne s'est pas préparée à cette situation. Que va devenir peut-être l'Afrique si cette même situation perdure? Parce qu'on a l'impression que ceux qui nous envoient les vaccins, eux-mêmes ont des situations actuellement, ont des problèmes. Et donc, on s'occupe au abord de nous avant de s'occuper des Africains. Bon, d'abord, je crois quand même que, comme le dit si bien l'adage de chez nous, abreuve ton Dieu mesure le vent. C'est-à-dire que Dieu seul sait pourquoi l'Afrique développe une certaine résilience face à cette pandémie, parce que si vraiment, vu la posture dans laquelle le continent est, si éventuellement cette crise sanitaire devrait faire effet sur le continent, j'imagine à peu près le nombre de dégâts qu'on peut avoir en termes de pertes en vies humaines. Mais Dieu est dans naturellement le continent avec ses habitants, on développe en tout cas sur le plan biologique, la nature a permis que nous développions, n'est-ce pas, des anticorps pas possibles qui puissent résister face à ce virus. Mais quand même, ce n'est pas la panacée. C'est-à-dire que il faut aller au-delà, il faut tirer leçon de ce qui nous arrive. Et d'abord, je dirais que ça doit vraiment amener d'abord nos gouvernants, comme je l'avais déjà souligné, à essayer de rendre pragmatique nos offres de formation. C'est-à-dire que qu'à la fin, qu'on ne passe pas peut-être 4, 5 ou 6 ans dans un département de chimie ou de biologie, je ne sais pas quoi, dans une université, et qu'à la fin, qu'on ne puisse pas être capable, n'est-ce pas, de développer un vaccin lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de créer, d'innover pour lutter efficacement contre une pandémie qui surviendrait. Donc, je crois que d'abord, c'est la première leçon, essayer de rendre pragmatique nos offres de formation pour donner vraiment force, n'est-ce pas, à nos diplômes. La seconde chose, c'est que il faut essayer aussi de donner la force qu'il faut, n'est-ce pas, à nos diplômés. Ça dit que ça s'enchaîne, ça va de soi. Ceux qui sont déjà sur le terrain, je ne crois pas qu'ils n'ont pas eu la meilleure formation. Peut-être s'ils n'arrivent pas à donner le meilleur demain, c'est parce qu'ils ne trouvent pas vraiment, ils ne se retrouvent pas dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut créer les conditions, donner les moyens qu'il faut à nos hommes, à nos scientifiques,
de pouvoir prouver ce qu'ils ont appris sur le terrain, parce que ceux qui fabriquent les vaccins en Occident, ce ne sont pas des génies, c'est des humains comme nous. Ils ont une tête, deux bras et puis deux pieds, tout comme nous intellectuels qui vont se former d'ailleurs. Voilà, qui vont se former même d'ailleurs chez eux là-bas. Ils ont été à la même école et je ne vois pas pourquoi eux, les nôtres, seraient, n'est-ce pas, dans l'incapacité de faire valoir toutes leurs compétences acquises dans les écoles occidentales. Tout est question de moyens, tout est question d'infrastructures et je ne crois pas que... Tout est question également d'ambition. D'ambition, c'est ce que je dis. C'est une question de vision politique. Si vraiment nos dirigeants veulent vraiment doter nos pays d'infrastructures adéquates, je crois qu'ils le feraient. La preuve, c'est que notre pays, le Togo par exemple, c'est dans cette histoire de crise sanitaire qu'on a pensé peut-être doter nos centres de santé de respirateurs. On ne devrait pas normalement attendre une situation comme celle-ci pour pouvoir doter nos infrastructures sanitaires de matériaux, de machines qu'il faut. Mais à quelque chose, malheur est bon, ça vient un peu, mais ça doit donner, ça doit être en tout cas un stimulus pour nos dirigeants d'anticiper et de mettre en place vraiment des structures qui peuvent aider, n'est-ce pas, les populations à se prémunir véritablement lorsqu'il s'agit de faire face à des situations compliquées comme la crise sanitaire actuelle. On va parler du Mali avec l'élection présidentielle et législative au Mali qui se tiendront en février de mars 2022, a indiqué jeudi le gouvernement, réitérant la promesse des acteurs du coup d'État militaire d'août 2020 de rendre le pouvoir aux civils après une période de transition de 18 mois. Et avec cette date fixée, Adam, cela veut dire que les acteurs de ce coup d'État d'août 2020 respectent leurs paroles et respectent surtout la feuille de route de la CEDEAO. Oui, je pense que les acteurs, les nouvelles autorités du transitoire du Mali ont intérêt naturellement à pouvoir respecter dans ce calendrier. Puisque entre-temps, étant donné que aussitôt leur installation, ils étaient d'abord critiqués à l'interne. Puisque beaucoup ne les croyaient pas. On a toujours tendance à pouvoir donc ressusciter un certain nombre de cas. Parce que c'est un pays qui est toujours habitué. Du moins, on peut quand même avoir une comparaison, puisqu'il faut avoir des référentiels. Et parlant donc de ces référentiels, on peut parler naturellement du coup d'État je pense de 2012 qui a éjecté ATT pour faire donc la comparaison. Mais cette fois-ci, je pense que avec des lobbying et surtout la garantie obtenue auprès de ces autorités-là dans la sous-région, plusieurs pays en font partie. Et naturellement, lorsqu'on prend l'approche assez précautionneuse de la CEDEAO auprès de ce pays frère qui est le Mali, il va de soi que les nouvelles autorités puissent montrer un gage, ils puissent donc manifester un gage naturellement de responsabilité auprès de l'opinion internationale, mais également auprès de l'opinion malienne qui les tient donc à l'œil. Parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Et ça, je pense qu'ils ont tout fait d'anticiper et de pouvoir donc démontrer déjà, disons, encore à plus de 6 mois, puisque la transition devait durer dans 18 mois. Et donc, ils tiennent à respecter donc cet agenda-là, ce calendrier-là. Et naturellement, donc, je pense que ce n'est pas seulement un effet d'annonce qu'ils ont fait, mais ils ont quand même veulent prouver à l'opinion internationale et naturellement donc à la CEDEAO qui tiennent donc à rester dans ce délai-là. Puisque vous savez, lorsque c'est le Mali qui paie, puisque vous savez, quel que soit le cas, on dit voilà, les autorités sont là, mais naturellement, donc ils sont limités. Ils sont limités, par exemple, lorsque nous prenons à l'échelle de la CEDEAO, par exemple, lorsqu'un chef d'État transitoire ne peut pas postuler à un certain nombre de postes. Par exemple, il ne peut pas être, par exemple, président de la CEDEAO, par exemple, au niveau d'un certain nombre d'institutions, par exemple l'UEMOA, etc. Donc, je pense que le Mali, qui est une grande nation, qui a montré un certain nombre de résilience face à un certain nombre de situations, malheureusement, nous sommes dans une situation qui était difficile donc à consommer par le passé. C'est vrai que, chemin faisant, les gens finissent par comprendre où naturellement on commence déjà par dissiper, disons, cet état de choses que l'on a subi par le passé. Et je pense que les autorités, les nouvelles autorités, on doit de pouvoir donc montrer ce gars de responsabilité qu'ils ont eu à prendre.
comme je le disais, ce n'est pas un effet d'annonce, mais c'est une responsabilité prise d'abord devant la CEDEAO, mais devant l'opinion également malienne qui n'y croit pas, puisque beaucoup sont ceux-là, après les mésententes et les divisions survenues au niveau même de ceux qui ont porté ou qui ont soutenu carrément ce coup d'État. Vous voulez parler du M5 peut-être? Voilà, qui ont soutenu ce coup d'État. Il y a une grande division, d'abord du fait qu'on essaie un peu de les titiller en disant, voilà, il y a une très forte présence malienne, une très forte présence militaire au sein de ces autorités-là, mais au même moment, il y avait aussi des réminiscences qui ressurgeaient du fait qu'on a voulu peut-être avoir le vice-président comme candidat à l'avenir, ce qui est en contradiction. Ce qui est en contradiction avec les tests de la transition. Et ça, les gens les ont à l'œil et on estime que ceux-là, ils sont là, mais ils ne sont pas toujours prêts à pouvoir donc libérer le plancher d'ici peu. Donc moi, je pense qu'il était donc naturellement bien que l'équipe transitoire puisse quand même montrer ces gars-là et puis va anticiper en démontrant réellement donc à la face de la CEDEAO, mais également à ceux qui entretenaient ce discours-là, qui ne sont pas là pour ne pas quitter, ils sont là réellement donc pour organiser les choses. Et naturellement, on attend de voir, c'est, disons, la première phase. Et naturellement, on attend au niveau des candidatures, si réellement, parce que tout est toujours possible. Avec ce qui se passe au Mali, on ne peut pas tout de suite anticiper, même si les tests ne le permettent pas. On sait réellement donc s'il y avait un coup de force. Et ce coup de force peut toujours ressurgir. Ce que moi, en tout cas, je suis toujours sceptique par rapport à cela, compte tenu du fait que, vous savez, dans l'arène politique, lorsque un certain nombre de choses ressurgissent, c'est naturellement qu'il y a donc des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles. Et ça, on ne peut pas dire que compte tenu du fait qu'on avait cité le nom du vice-président, comme on veut le voir naturellement comme candidat, mais au-delà de ça également, nous avons vu la tacitité de ces autorités militaires-là pouvoir donc prendre le devant de la scène, le devant des institutions maliennes. Il va de soi que l'homme puisse donc être aux aguets et naturellement les prendre au mot. Et je pense que cette annonce-là qui est faite est une bonne annonce qui donne déjà un premier pas, disons, de cette confiance-là qu'on peut donc mettre au niveau donc, de ces autorités-là, mais beaucoup reste également à jouer. Cette sortie, on peut le dire, Magloire, est un point d'espoir pour tout le Mali. Mais est-ce qu'ils vont respecter leurs paroles? Est-ce qu'ils respecteront leurs paroles? Je crois que c'est la grande question que tous les observateurs, ou du moins nombre d'observateurs, se posent actuellement sur le continent, parce que, souvenez-vous, lorsque des situations comme celles que vit le Mali surviennent, généralement les autorités qui assument la transition, elles font enfin preuve d'une certaine volonté d'évacuer rapidement la transition pour transmettre le pouvoir à des autorités plus légitimes. Mais on se rend compte que plus les jours passent, et bien, plus elles prennent goût du pouvoir, et bien, à un moment donné, on ne comprend plus rien. C'est qu'ils décident véritablement de s'engager et on les voit être candidats et après c'est pour confisquer le pouvoir une fois pour de bon. Et donc c'est normal que sur le continent qu'il y ait, n'est-ce pas, de ces réticences-là, de ces questionnements qui surviennent à chaque instant de la transition. Mais je ne peux pas répondre à leur place. Mais c'est les actes que les uns les autres posent, c'est les actes-là qu'on peut juger. Mais depuis un moment, je considère que, ou du moins, je me rends compte que eh bien, ces autorités maliennes qui assurent la transition, du moins pour le moment, essaient, n'est-ce pas, de rassurer les gens en termes de respect du délai de la transition. Ils ont dit 18 mois. Vous vous rendrez compte, ou du moins, vous n'allez pas oublier que, je crois, en février dernier, le Conseil de soutien à la transition au Mali s'est tenu à Lomé ici, avec les différents acteurs qui accompagnent ce processus, notamment et les autorités de transition maliennes et les représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UMOA et même de la Banque mondiale. Et après évaluation faite de la situation par tous ces acteurs-là, il y a eu
un sentiment de satisfaction par rapport au respect des engagements. Et ce qui a déjà, les autorités maliennes ont encore réitéré leur conviction, leur engagement à respecter lettre par lettre et point par point le calendrier en vigueur. C'est ce qui a d'ailleurs motivé les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, à débloquer de l'argent pour accompagner le processus jusqu'à la fin. Et avec cette nouvelle sortie, n'est-ce pas, du ministre de l'administration territoriale, je crois que tout ceci corrobore, n'est-ce pas, l'idée, ou du moins la promesse déjà faite par les autorités de la transition. Et on essaie d'attendre pour voir là où elles arriveront. Mais ce qui est encore plus pertinent dans cette histoire, c'est que quand vous voyez un peu l'agenda qu'ils ont élaboré, vous allez voir que c'est un travail un peu scientifique qui se fait. Je ne suis pas en train de me réjouir ou du moins de leur donner déjà carte blanche, mais j'essaie d'analyser un peu ce qui se fait. Comme je vous l'ai dit, vous allez voir que les messieurs déjà, ils ont élaboré un agenda tel que avant même la présidentielle, le premier tour qui est prévu pour le mois de mars 2022, avec éventuellement le deuxième tour prévu plus tard enfin, le premier tour devrait avoir lieu en février et le second tour en mars. Fin mars mais, voilà. Mais vous allez voir que bien avant, ils ont déjà prévu d'aller au référendum en octobre de cette année. Le 31 octobre. Le 31 octobre de cette année, aller au référendum. Ça va changer quelque chose? Ça va changer quelque chose parce que déjà, c'était une procédure qui était enclenchée même au temps du président Ibeka, et parce qu'ils se sont rendus compte que les tests n'étaient vraiment pas à la hauteur de leurs attentes. Et là, ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est que généralement sur le continent, lorsqu'on annonce des référendums, c'est que c'est dans l'intention de changer quelque chose pour briguer encore d'autres mandats. On va ingurgiter le fait. Oui, mais la mouture concoctée au temps du président Ibrahim Boubacar Keïta, ça n'a nullement pas touché, n'est-ce pas, ce côté-là. Ça a plutôt touché des questions de décentralisation, créer des collectivités locales, la commune et tout ça. Et je crois que à l'heure actuelle où tout le monde entier embrasse le développement, c'est une bonne approche, c'est une bonne réforme que les gens entendent faire de l'autre côté. Et donc, que les autorités qui assument la transition reviennent encore sur cela, je crois que pour moi, ça me convainc. Ça me convainc. Et ça prouve que les gars n'ont pas fait leur coup d'État rien que pour le faire. Ils avaient une vision parce qu'ils estimaient que peut-être le bateau naviguait à vue et qu'il fallait intervenir une fois pour de bon pour régler les choses et repartir sur de bons chemins. Et comme je l'ai dit, ce qui a été plus pertinent, c'est les traits qui ont, enfin, c'est les moutures des réformes qui ont trait, n'est-ce pas, à la décentralisation, aux collectivités locales. Et vous allez le voir. Et sous Ibeka. Et ils ont repris ça pour perfectionner les thèses. Et vous allez voir que juste après, n'est-ce pas, le référendum qui est prévu pour fin octobre, ils projettent les élections régionales et communales en décembre. Ça voudra dire que c'est une suite logique. C'est pour ça que je dis, ça donne l'impression que les messieurs font un travail un peu méthodique, un peu scientifique. Et lorsque, ajouté à ceci, il y a une bonne volonté de parfaire les choses et laisser la place aux politiques pour mener, enfin, en tout cas, ce que je peux appeler des autorités qui ont plus la légitimité. Quand tout ceci mis ensemble, on sent qu'il n'y a pas une certaine volonté de s'éterniser au pouvoir. Ça encourage à accompagner, n'est-ce pas, nos amis maliens à assumer véritablement la transition et laisser le pouvoir aux autorités beaucoup plus légitimes. Adam, nonobstant l'analyse de ce travail minutieux scientifique, c'est selon, bien sûr, Magloire, fait par le CNT. Est-ce que ce référendum du 31 octobre, il n'y a pas un agenda caché derrière cela? Non, je pense que les autorités de la transition aujourd'hui doivent aspirer naturellement donc crédit auprès de l'opinion malienne.
C'est ce qui d'ailleurs même à l'annonce même de cet agenda lié à ce référendum-là, si nous faisons une petite comparaison avec ce que avait entrepris IBK par le passé, quoi qu'il en soit, même si cela ne touchait pas les points de pouvoir, donc briguer un mandat de plus, etc., cela suscitait assez de réactions au sein de la population. Mais on estime que ces autorités-là sont les autorités les plus neutres possibles. Les plus neutres possibles pour la simple et bonne raison que, d'abord, puisque ce sont des gens qui sont limités dans le temps. Ils sont limités dans le temps et lorsque nous prenons même au niveau de la nomenclature de leur composition, même si cela a été critiqué par son temps, on sait naturellement qu'ils sont là pour un temps et naturellement les problèmes qui crochaient, les problèmes qui causaient naturellement les problèmes qui ne trouvaient pas de solution ou carrément qui ne faisaient pas unanimité au regard même de la convergence de vie, comprennent donc son volet politique ou son volet social. Aujourd'hui, je pense qu'il appartient, disons, à ces autorités de transition de pouvoir donc jouer le jeu. Pour la simple et bonne raison, compte tenu de l'étoffe neutre, de neutralité qu'on peut donc leur concéder. Entre guillemets, puisque cette neutralité, de toutes les façons, c'est qu'en politique, cela n'existe pas à 100%, naturellement. Vous ne pouvez pas être, parlant donc de la politique et s'exprimer, s'estimer être neutre. De toutes les façons, on sait qu'à l'approche des élections, il y aura toujours de ces tendances-là, de ces variables-là qui vont toujours ressurgir. Et ça, c'est normal. Sauf qu'on n'en tient pas à ces rigueurs, compte tenu du fait, comme je le disais tantôt, ils sont limités dans l'espace et le temps. Donc, naturellement, sur ces questions-là qui étaient dans des goulots de l'étranglement par le passé, doivent naturellement trouver des réponses avec eux, avant même de passer donc aux élections. Donc, c'est pourquoi moi je dis, lorsque nous prenons dans ce calendrier qui a été donc annoncé, le plus important, c'était donc ce référendum-là. Lorsque ce référendum-là va être franchi et qu'on retrouve ou qu'on réajuste naturellement des points des alinéas dans de la Constitution qui causaient problème, qui naturellement pour certains étaient dans des handicaps par la bonne gouvernance qui étaient donc décriés au niveau d'un certain nombre de sphères au niveau du Mali. Donc je pense que c'est de bonne loi que ces autorités-là donc puissent éplucher dans cette question-là pour que cela ne puisse pas revenir, puisque cela permettrait naturellement, lorsque ces autorités légitimes, comme le dit Magloire, vont être donc élus, qu'on ne retourne plus à la case de départ parce que nous avons maintenant eu donc au niveau même des tests mieux structurés et nous avons des institutions qui sont plus ou moins aussi mieux cadrées, que ce soit au niveau de leur composition, qu'au niveau même de leur nomenclature. Donc je pense qu'ils sont les mieux indiqués à pouvoir donc mener toutes ces réformes-là, faire en sorte que ce qui doit être corrigé puisse l'être et éviter que le Mali ne trompe plus dans cette travers-là par le passé, parce que de toutes les façons, ça fait beaucoup trop. Si naturellement, on va encore élire un nouveau président pour qu'on revienne encore en arrière, ressusciter encore des reproches qu'on avait ressuscités à l'autre président pour arriver donc à ces coups d'État qui, plus d'une manière ou d'une autre, de toutes les façons, c'est des coûts supportés. Lorsqu'on prend au niveau de la CEDEAO, la CEDEAO n'aurait pas quand même voulu, n'était pas quand même dans son attendement de toujours se retrouver avec des pays où la stabilité côtoie un peu, disons, le non-respect des institutions de la République, comme ce fut le cas avec ces coups d'État-là, serait quand même trop. Comme je le disais, ce sont des finances, ce sont de l'argent qui sont dans la plupart du temps mobilisés. Et cela aussi a toujours des tentacules. Puis cela affecte naturellement d'autres pays également de la sous-région. Et je pense que la CEDEAO a intérêt à pouvoir donc accompagner ces unités de transition, à faire en sorte qu'on sorte quand même de cette transition avec dans des institutions très bien structurées et éviter à ce qu'on ne retombe plus dans les mêmes travers. Oui, à moins d'un an des élections à venir au Mali, Magloire, on peut se projeter sur l'avenir. Soumaïla Cissé, les gens pensaient qu'il allait peut-être devenir le président. Il est décédé. On a Moussa Sanogo, l'ancien putschiste, qui est libéré. Selon vous, qui à peu près peut devenir président au Mali? Bon, vous savez, moi, personnellement, j'aime le dire, peut devenir président dans un pays, tout citoyen qui a envie d'apporter quelque chose à l'édification de sa nation. Et donc, il n'y a pas une forme spéciale qui forme un président de la République. Et donc, je ne vais pas dire ici que voilà... Il y a peut-être des personnes influentes. On a vu également le M5 qui a fait un travail sacré. Peut-être que quelqu'un peut sortir aussi de ce mouvement. Mais pourquoi pas? Mais ce que je constate tout simplement, c'est que par moment, comme je le dis, le monde est un monde en mouvement.
lorsque le rythme change, il faut que la danse aussi change un peu. On ne va pas quand même éternellement voir les mêmes figures sur la scène politique un peu partout et ça devient une routine. Il n'y a plus de nouveau. Et puis, vous savez, quand ça y est comme ça, connaissant nos instincts humains, c'est que quand c'est l'autre, c'est que l'autre aussi est braqué. Et peu importe ce que l'autre fera, eh bien, ça sera un peu mal vu par un côté du pays, un côté des populations. Donc moi, je crois que oui, on ne peut pas non plus interdire à ceux qui ont jusque-là incarné la vie politique au Mali. Mais je crois que ce nouveau départ voulu, n'est-ce pas, par tous les acteurs politiques maliens, doit être une occasion aussi pour d'autres aussi qui peut-être étaient en sourdine, en underground par le passé, de pouvoir surgir et apporter du sang nouveau à la chose politique, au débat politique. Même chose au niveau des partis politiques, évidemment. Dans l'optique des élections législatives. Évidemment, vous savez, tout pays se construit à la base, je l'ai dit. C'est pour ça, moi, je me félicite d'ailleurs que bien avant la présidentielle, on a tout fait pour caler, n'est-ce pas, déjà, les régionales et les législatives. Non, parce que la présidentielle, en fait, est couplée des législatives. Voilà. Donc, c'est des élections générales. Mais bien avant, on a essayé d'intercaler cela par les élections locales et régionales. Je crois que c'est la meilleure osmose qu'on peut avoir pour pouvoir faire asseoir les bases, ou du moins asseoir les bases d'une république qui se projette sur le développement. Et donc, quand on parle des législatives, il faut que des gens émergent, des gens qui ont de nouvelles idées, qui veulent apporter quelque chose, parce que souvent on a tendance, on a l'impression que ceux qui peuvent animer la vie politique des États, c'est des gens peut-être qui ont les moyens, c'est des gens nantis. Or, généralement, on se trompe sur ces détails, on se trompe sur ces analyses-là. Donc, moi, je crois fondamentalement qu'il y a certainement des Maliens qui ont vraiment la volonté, l'ingéniosité qu'il faut pour apporter quelque chose au Mali. Pas forcément les mêmes têtes qu'on voit. Mais nous sommes en démocratie. Si de l'ancienne école, il y a également des gens qui ont estimé qu'ils ont encore quelque chose à apporter, pourquoi pas? C'est aux Maliens de décider de ceux qui peuvent véritablement diriger leur pays. Allez, on va donc marquer la grande pause, si on peut le dire ainsi. Et puis le journal, on revient pour la suite avec nos chers invités, Adam et Magloire.